Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la séance 14 qui a pour titre la gestion de l'hypertension artérielle dans un contexte de polypathologie. Et les objectifs assignés à ce cours sont les suivants. Rechercher une comorbidité chez un patient hypertendu et prescrire un traitement adapté à une comorbidité. Pour atteindre ces objectifs, nous allons aborder le plan suivant. Après une introduction, nous parlerons de l'hypertension artérielle dans les troubles cardiovasculaires établis, de l'hypertension artérielle associée au diabète sucré, de l'hypertension artérielle associée à la maladie rénale chronique, de l'hypertension artérielle et des autres comorbidités avant de conclure. Et donc, nous nous rappelons un peu que la prise en charge de l'hypertension artérielle doit intégrer la présence d'autres facteurs de risque cardiovasculaire ou de lésions organiques induites par l'hypertension artérielle ou même la présence de maladies cardiovasculaires établies. Ce qui nous permet de faire donc une stratification du risque du patient hypertendu. Donc, concernant les lésions organiques induites par l'hypertension artérielle, il s'agissait donc en général d'atteintes asymptomatiques. Donc, on avait la pression pulsée supérieure ou égale à 60 mm de mercure chez les patients âgés de plus de 60 ans, la présence d'une hypertrophie ventriculaire gauche à l'électrocardiogramme ou la présence donc d'une hypertrophie confirmée à l'échocardiographie. Il y avait également la présence d'une microalbuminurie entre 30 et 300 mg par 24 heures ou l'élévation du ratio albuminurie-créatinurie, la présence donc d'une maladie rénale chronique modérée avec une clairance comprise entre 30 et 59 ml par minute, l'abaissement de l'index de pression systolique en dessous de 0,9 et la présence d'une rétinopathie hypertensive avancée. Donc, toutes ces atteintes étaient considérées comme des lésions organiques induites par l'hypertension artérielle, mais qui pouvaient être asymptomatiques. Lorsque les atteintes sont symptomatiques, on parle de maladie cardiovasculaire établie et il s'agissait soit d'un accident vasculaire cérébral ischémique, accident vasculaire cérébral hémorragique ou accident ischémique transitoire. Concernant les affections coronaires, il s'agissait d'infarctus du myocarde, d'angine de poitrine ou de patients revascularisés, la présence de plaques athéromateuses au niveau carotidien, la présence d'une insuffisance cardiaque, d'une artériopathie périphérique des membres inférieurs ou d'une fibrillation atriale. Donc, en intégrant tous ces différents éléments, on arrivait donc à une stratification du risque du patient et il y avait différents niveaux de risque cardiovasculaire. On avait des patients à haut risque cardiovasculaire avec donc cardiopathie documentée, AVC, coronaropathie, diabète sucré, maladie rénale chronique sévère. Et puis, voilà. Donc, tous ces patients-là étaient considérés comme des patients à haut risque. Et on avait également les patients qui avaient des risques un peu plus faibles. Donc, particulièrement concernant les patients à haut risque qui ont une maladie cardiovasculaire établie, donc, on rentre dans un contexte de polypathologie et il est important de savoir comment prendre en charge l'hypertension artérielle dans ce contexte un peu particulier. Donc, nous allons donc débuter par les patients qui ont des coronaropathies. Chez ces patients, en première intention, il faut donner un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 lorsqu'il est mieux toléré, associé à un bêta-bloquant. Le coronarien qui, en plus, a encore des douleurs angineuses, il faut lui adjoindre des inhibiteurs des canaux calciques de type dihydropyridine. Et l'objectif de pression artérielle, c'est d'avoir une pression artérielle systolique, on va dire en dessous de 130 et une pression artérielle diastolique en dessous de 80. Et chez ceux-là, on initie le traitement dont je viens de parler dès que la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 130 et où la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 80. Donc, chez le coronarien, on n'attend pas
que la pression artérielle systolique atteigne 140 mm de mercure avant d'introduire cette combinaison que je suis en train de vous préciser. Donc, surtout, inhibiteur de l'enzyme de conversion et bêta-bloquant. Et l'objectif de fréquence cardiaque chez ce coronarien sous bêta-bloquant, c'est d'avoir une fréquence cardiaque de repos entre 50 et 60 battements par minute. Ceux qui n'ont pas de douleur angineuse, on peut adjoindre à l'IEC et au bêta-bloquant un diurétique thiazidique. Donc, en plus de toutes ces molécules, le coronarien a des médicaments regroupés sous l'acronyme BASIC. Donc, bêta-bloquant, anti-agrégant plaquettaire, statine, inhibiteur de l'enzyme de conversion et correction des facteurs de risque cardiovasculaire. Chez le patient qui a une insuffisance cardiaque compensée, il faut lui donner des médicaments associés sous l'acronyme BIAI. Bêta-bloquant, IEC, antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes et inhibiteur des récepteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2. Ce sont les glyphosines. Chez le patient insuffisant cardiaque, l'objectif de fréquence cardiaque au repos est de 60 à 70. Donc, il doit avoir, comme on l'a dit, un inhibiteur des canaux calciques, un IEC ou un ARA2 et un inhibiteur des canaux calciques ou un diurétique thiazidique. Et je précise bien que c'est l'insuffisant cardiaque compensé. L'insuffisant cardiaque décompensé ne doit pas recevoir d'inhibiteur des canaux calciques. Et donc, ces médicaments peuvent être progressivement associés jusqu'à ce qu'il ait tous les éléments qui comportent le biais. Donc, je vous rappelle que les inhibiteurs des récepteurs sodium-glucose de type 2 sont les glyphosines. Après les patients porteurs d'insuffisance cardiaque, les patients qui ont une fibrillation atriale. Donc, ils ont un trouble du rythme, donc une arythmie, la fréquence cardiaque, les bruits du cœur sont irréguliers. Mais l'objectif sous le traitement bêta-bloquant, c'est d'avoir une fréquence cardiaque comprise entre 110 et 80. Donc, ceux qui ont une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 80, ils doivent avoir un IEC ou un ARA2 associé à un bêta-bloquant. Et la deuxième étape, ce sera d'associer un inhibiteur des canaux calciques de type dihydropyridine ou un diurétique du type thiazidique. Ceux qui ont une fréquence cardiaque en dessous de 80, donc ceux qui ont une fibrillation atriale qui peut sembler lente, on ne commence pas d'abord par introduire un bêta-bloquant. On les met sous IEC associé à un inhibiteur des canaux calciques ou un diurétique. Et n'oublions pas que l'objectif de fréquence cardiaque, c'est d'avoir une fréquence cardiaque entre 110 et 80. Donc, si de base, la fibrillation atriale n'est pas rapide, pas besoin d'associer un diurétique. Et ces patients qui ont un trouble du rythme sont susceptibles d'avoir des complications thromboemboliques. Donc, on doit leur adjoindre un traitement anticoagulant. Et avant de mettre un traitement anticoagulant, il faut s'assurer que la pression artérielle systolique soit en dessous de 160 mm de mercure. Si la pression artérielle est supérieure à 160, il faut d'abord chercher à réduire la pression artérielle avant d'introduire le traitement anticoagulant. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Autre comorbidité, ce sont les patients porteurs d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, en cas d'accident vasculaire cérébral hémorragique, si le patient est vu avant 6 heures après le début de l'accident, il faut chercher à baisser la pression artérielle en dessous de 140-90 mm de mercure en utilisant des traitements par voie parentérale. Il s'agit donc d'une urgence hypertensive. Il faut utiliser des traitements par voie parentérale. Et donc, s'il est vu après la 6e heure du début de la maladie, il faut tenir compte du niveau de pression artérielle systolique. Lorsque ce niveau de pression artérielle est en dessous de 220 mm de mercure, il faut baisser progressivement la pression artérielle jusqu'à atteindre les 140-90. Donc, lorsqu'il est vu avant la 6e heure, il faut baisser rapidement. Mais s'il est vu après la 6e heure, il faut baisser progressivement la pression artérielle jusqu'au 140-90.
Et si la pression artérielle dépasse les 220 mm de mercure, il faut d'abord l'amener autour d'une systolique à 180 mm de mercure, on va dire dans les 6 premières heures, et après descendre progressivement en 24 heures en dessous de 140-90. Chez les patients qui font un accident vasculaire cérébral ischémique, s'il est éligible à une thrombolyse parce qu'il est reçu, on va dire, dans les 3 heures, et donc il faut pouvoir faire baisser la pression artérielle en dessous de 180-105 afin qu'il puisse bénéficier donc de la thrombolyse. Et s'il n'est pas éligible à la thrombolyse, si la pression artérielle est en dessous de 220 sur 120, il faut respecter ce niveau de pression artérielle. Et lorsque la pression artérielle dépasse les 220 sur 120 mm de mercure, à ce moment, il faut baisser progressivement la pression artérielle en utilisant donc, en calculant la pression artérielle moyenne et en utilisant des traitements par voie parentérale. Il faut baisser donc cette pression artérielle moyenne environ de 15% durant les 24 premières heures. Et tout ça parce que on avait déjà vu la régulation de la pression artérielle au niveau du cerveau. Donc, il faut pouvoir respecter un certain niveau de pression artérielle. Donc, toujours en cas d'urgence neurovasculaire, pas de réduction tensionnelle avant une imagerie cérébrale. Nous allons à présent voir la prise en charge dans le contexte particulier du diabète. Donc, le patient diabétique bénéficiera d'un traitement antihypertenseur à partir d'une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 et ou une diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Et l'objectif sous traitement, c'est d'avoir une pression artérielle en dessous de 130-80 mm de mercure. Et les molécules de choix à utiliser, c'est l'association IEC et diurétique thiazidique chez les patients diabétiques. Concernant les patients atteints de maladies rénales chroniques, il faut savoir qu'il existe différents stades de maladie rénale chronique. Donc, chez les patients qui ont une maladie rénale chronique de stade 1 au stade 3, il faut donner des IEC ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 associés à des inhibiteurs des canaux calciques ou aux diurétiques thiazidiques en fonction de la tolérance. Donc, il faut pouvoir calculer la dose que le patient peut recevoir en fonction de la clairance de sa créatinine. Et puis, il faut pouvoir majorer si nécessaire. En cas d'hypertension artérielle résistante, on peut associer la spironolactone ou un autre antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes tels que la finérénone qui est quand même donné avec des clairances de la créatinine assez basses. Et puis, pouvoir ajouter des bêta-bloquants, des alpha-bloquants ou des antihypertenseurs centraux. Tout ça pour contribuer à baisser les chiffres tensionnels. En cas de maladie rénale chronique de stade 4 ou 5 qui n'est pas en dialyse, donc ce sera des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 associés aux inhibiteurs des canaux calciques, mais cette fois-ci avec des diurétiques d'action rapide tels que le furosémide. Et après, on peut faire les différentes combinaisons. En cas d'hypertension artérielle résistante chez ces patients de stade de maladie rénale chronique 4 ou 5, il faut préférer la chlorthalidone. La chlorthalidone étant un diurétique thiazidique qui a la particularité donc d'avoir une durée d'action plus longue et qui a un pouvoir diurétique plus important que l'hydrochlorothiazide. Et on peut ajouter toujours le bêta-bloquant ou l'alpha-bloquant ou les antihypertenseurs centraux. Donc, on va regarder un peu toutes ces particularités pour la maladie rénale chronique parce que près de la moitié de vos patients hypertendus souvent sont vus au stade de maladie rénale chronique. Donc, il faut toujours mettre des IEC ou des ARA2 aux doses maximales tolérées pour une néphroprotection optimale. Et le but de ces deux médicaments, c'est de retarder la progression vers une albuminurie. Et donc, il faut savoir que lorsque on introduit ces molécules, on peut avoir une tendance à une altération de la fonction rénale, une réduction du débit de filtration glomérulaire en moyenne de 10 à 15% au cours des premières semaines. Mais si ça s'aggrave de plus de 30%, alors il faut arrêter le bloqueur du système rénine-angiotensine, aldostérone. Parce que l'effet vasodilatateur des IEC ou des ARA2
réduit d'abord la pression intraglomérulaire. Donc, on observe initialement une réduction du débit de filtration glomérulaire qui, en général, disparaît au cours des 4 premières semaines. Mais si ça s'aggrave, il faut pouvoir arrêter. Et donc, il faut savoir aussi que l'utilisation des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone augmente le risque d'hyperkaliémie chez ces patients. Donc, ça va induire un contrôle de la créatinine et du ionogramme après introduction de ces molécules chez ces patients. Autre chose, c'est que les diurétiques, ils peuvent réduire efficacement la protéinurie lorsqu'ils sont ajoutés au bloqueur du système rénine-angiotensine dans l'insuffisance rénale chronique protéinurique. Donc, il faut pouvoir ajouter d'abord des diurétiques thiazidiques et puis au stade 4-5, des diurétiques d'action rapide et en cas d'hypertension artérielle résistante, passer même à la chlorthalidone. Donc, lorsque le débit de filtration glomérulaire descend, il faut pouvoir changer de diurétique thiazidique. C'est surtout ce qu'il faut retenir. Et on peut utiliser des médicaments supplémentaires pour la protection cardiovasculaire et néphroprotectrice dans l'insuffisance rénale chronique. Donc, il peut s'agir des bêta-bloquants, des alpha-bloquants. On peut ajouter même la spironolactone ou la finérénone et l'utilisation aussi des inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 peut être envisagée chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, même s'ils ne sont pas diabétiques, parce qu'ils ont une protéinurie, une albuminurie, et ces molécules-là sont associées à une néphroprotection. Concernant les autres comorbidités, notamment les patients hypertendus obèses, ils peuvent avoir besoin de plus de médicaments pour contrôler leur tension artérielle parce qu'ils sont susceptibles de présenter une hypertension artérielle résistante au traitement. Et donc, on peut leur donner des IEC, des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou les inhibiteurs des canaux calciques. Ils ne vont pas forcément augmenter la sensibilité à l'insuline chez ces patients. Et les diurétiques thiazidiques à forte dose et les bêta-bloquants peuvent perturber le métabolisme du glucose et des lipides. Donc, à forte dose, attention, il faut pouvoir contrôler après la glycémie chez ces patients obèses. Une autre comorbidité qui n'est pas assez connue, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, le syndrome d'apnée du sommeil se produit, comme on l'a dit, durant le sommeil. Donc, ici, vous observez un patient qui est en décubitus dorsal et vous voyez le flux d'air et donc vous voyez en bleu l'air et les flèches qui passent. Et lorsque le patient s'endort, pour différentes raisons, on observe une réduction de la filière où passe l'air. Donc, on peut avoir une bascule en arrière de la base de la langue ou une dilatation importante, une relaxation importante des muscles, donc qui s'hypertrophient. Et donc, on aboutit à un blocage d'abord partiel des voies aériennes supérieures. Donc, lorsque le blocage est partiel, l'air a du mal à passer. Et donc, la résistance au passage de l'air donne naissance à un bruit qu'on appelle le ronflement. Donc, le ronflement entendu témoigne de la difficulté que l'air a à passer à travers les voies aériennes rétrécies. Et après, on aboutit à un blocage complet des voies aériennes. Donc, les tissus mous vont bloquer le passage de l'air et donc va apparaître une apnée. Donc, l'air ne pourra plus passer. Et lorsqu'on sait que lorsqu'on inspire, c'est pour apporter de l'oxygène et on expire pour faire sortir le gaz carbonique. Lorsque l'air n'arrive plus à passer, il va s'en suivre donc une hypoxémie, donc une baisse de la quantité d'oxygène dans le sang. Donc, en cas de sommeil, on reprend, on a une manque de compensation musculaire et une diminution de l'activité musculaire pharyngée avec donc apparition d'un collapsus des voies aériennes, puis une apnée. Il va s'ensuivre une hypoxie et une hypercapnie. Et donc, il va avoir une augmentation de l'effort ventilatoire pour vaincre cet obstacle parce que l'organisme a également besoin de l'oxygène. Donc, il va s'ensuivre un micro-éveil qui va permettre donc de retonifier les muscles et une ouverture des voies aériennes supérieures va s'en suivre et donc on aura une reprise de la ventilation avec hyperventilation et correction de l'hypoxie et de l'hypercapnie. La conséquence de toute cette spirale, c'est la fragmentation du sommeil avec donc dans la journée une somnolence diurne excessive parce que le sommeil n'était pas réparateur et l'apparition de complications cardiovasculaires avec une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Et particulièrement, le syndrome d'apnée du sommeil est associé à des hypertensions artérielles qualifiées de résistantes.
Il s'agit donc d'hypertension artérielle volontiers nocturne et qui prédomine souvent sur la diastolique. Donc, pour réduire la tension artérielle chez les patients atteints de syndrome d'apnée du sommeil, on peut utiliser toutes les classes d'antihypertenseurs, mais il faut pouvoir mettre en place une ventilation en pression positive. Et donc, cette ventilation en pression positive peut induire des réductions supplémentaires de la pression artérielle. Et donc, nous vous montrons un peu à quoi ressemble le traitement par ventilation en pression positive. Donc, le patient va être connecté à un appareil doté d'une turbine qui va générer une pression positive. Et cette pression va être transmise au patient par l'intermédiaire d'un circuit jusqu'à un masque. Et donc, cette pression positive va permettre de vaincre l'obstacle anatomique qui était responsable du collapsus des voies aériennes. Autre comorbidité, c'est la goutte. Donc, on s'est rendu compte que la prévalence de l'hypertension artérielle chez les patients atteints de goutte est 2 fois plus élevée que chez les patients sans goutte. Et la goutte est associée à un risque accru d'événements cardiovasculaires. Donc, on peut prévenir la crise de goutte par la diminution de l'acide urique sérique, parce qu'il y a certains patients qui ont des taux d'acide urique élevés, mais qui ne font pas de crise de goutte. Donc, il faut pouvoir leur prescrire des inhibiteurs de l'allopurinol ou de la xanthine oxydase. Et donc, attention aux médicaments associés au traitement de la goutte, tels que les anti-inflammatoires, qui peuvent avoir aussi un impact négatif sur les valeurs et le contrôle de la pression artérielle chez nos patients hypertendus. Autre comorbidité, c'est le cancer. L'association entre l'hypertension artérielle et le cancer est bidirectionnelle. Et donc, parce qu'ils partagent des facteurs de risque communs, par exemple la mauvaise alimentation, la consommation d'alcool, l'inactivité physique, le tabagisme, le surpoids et l'obésité. Et donc, tous ces éléments-là conduisent à l'hypertension artérielle et peuvent également conduire au cancer. Et particulièrement, le carcinome à cellules rénales entraîne aussi une hypertension artérielle. Autre chose, c'est que l'hypertension artérielle peut être induite par des médicaments anticancéreux. Donc, surtout les inhibiteurs de facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire, les inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton. Donc, un certain nombre de médicaments sont responsables eux-mêmes de l'apparition d'un cancer. Également, les traitements d'appoint tels que les glucocorticoïdes, l'érythropoïétine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la radiothérapie. La radiothérapie au niveau du cou ou la chirurgie de dissection cervicale étendue peut provoquer une défaillance du baroréflexe et entraîner une variabilité extrême de la tension avec des poussées hypertensives spectaculaires. La radiothérapie au niveau abdominal peut être associée à une sténose de l'artère rénale et on peut avoir des lésions radiologiques de tous les systèmes vasculaires. Donc, tous ces éléments font que les patients porteurs de cancer sont sujets d'hypertension artérielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'initier un traitement anticancéreux, si la pression artérielle systolique dépasse 180 et ou la pression artérielle diastolique dépasse 110 mm de mercure, il faut surseoir au traitement anticancéreux et mettre en route un traitement. Donc, il faut que les pressions artérielles soient en dessous de ces valeurs avant que le patient ne soit autorisé à bénéficier d'un traitement anticancéreux, d'une chimiothérapie. Et on peut leur donner des IEC, des ARA2, des inhibiteurs des canaux calciques de type dihydropyridine. Mais il ne faut pas donner une famille particulière d'inhibiteurs des canaux calciques tels que le diltiazem ou le verapamil parce qu'ils sont associés à des effets secondaires. Ils sont responsables de beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc, de manière particulière, si on a une hypertension artérielle causée par une thérapie, donc si le patient a une systolique supérieure ou égale à 160 et une diastolique supérieure ou égale à 100, il faut lui donner une association IEC ou ARA2 et inhibiteur des canaux calciques. Mais si sa pression est en dessous de 160 pour la systolique et en dessous de 100 pour la diastolique, il faut donner l'IEC ou l'ARA2 seul. Donc, il faut pouvoir donner une monothérapie chez ces patients si la pression artérielle systolique est en dessous de 160 ou la diastolique en dessous de 100. Si elle est supérieure, il faut donner une association.
et les inhibiteurs calciques seront un traitement de deuxième ligne. Et en cas d'hypertension artérielle résistante, on peut maintenant ajouter le bêta-bloquant, la spironolactone ou même mettre des patchs de dérivés nitrés. On n'oublie pas que ce sont des patients fragiles. Et donc, l'objectif de pression artérielle peut être simplement d'être en dessous de 140 sur 90 mm de mercure. Mais chez certains patients qui sont déjà lourds, il faut savoir lever le pied, ne pas trop s'acharner. Il existe donc différents niveaux de risque liés à la présence de facteurs de risque, de complications déjà présentes ou de comorbidités. Et il est important de prendre en charge toutes ces affections pour que la prise en charge du patient soit optimale. Je vous remercie.